Bien, donc bonjour à toutes et tous. On va commencer et puis les retardataires nous rejoindront. Donc merci d'être présent en nombre pour ce webinaire donc, qui se tient dans le cadre de la SPAP, la semaine pour les alternatives aux pesticides, organisée notamment par Génération Future, enfin à l'initiative de Génération Future. Et donc, ce webinaire qui sera consacré à JPLV, ou Justice pour le Vivant, ou JPLV, parce que vous allez entendre pas mal cette abréviation, je pense, au cours de l'heure qui va suivre. Et donc, qui va revenir en fait sur ce qu'est Justice pour le Vivant. Donc, Justice pour le Vivant, très rapidement, sans empiéter donc, sur nos trois participants qui vont vous le présenter. C'est une campagne qui a été lancée en 2022 par 5 ONG, donc Notre Affaire à tous et Polinis, mais également Biodiversité sous nos pieds, l'ASPAS et Ampertos, et dont le but original était de faire un contentieux contre l'État français euh, pour faire reconnaître sa responsabilité dans l'effondrement de la biodiversité, et qui a donné lieu donc le 29 juin 2023 à la décision historique du tribunal de Paris qui a condamné l'État français pour inaction face à l'effondrement de la biodiversité et qui a reconnu sa responsabilité, notamment sa responsabilité dans la contamination globale et généralisée aux produits phytopharmaceutiques des eaux et des sols. Donc, sans empiéter sur la partie d'Orion qui va vous présenter tout cela. Donc, je passe d'abord la parole à Dorian Guinard, donc maître de conférence à l'Université de Grenoble et porte-parole de Biodiversité sous nos pieds. Ensuite, ce sera au tour d'Alexandre Barraud, donc scientifique et chercheur chez Polinis, pour enfin terminer avec Adeline Paradès, donc juriste de Notre Affaire à tous. Et donc, sans plus attendre, je passe la parole à Dorian. Merci Emilien. Bonjour tout le monde. Effectivement, ça a été rappelé en intro, donc je vais être très rapide là-dessus. C'est un contentieux qui a été introduit par les 5 associations qui avait pour but, effectivement, au départ, d'engager la responsabilité de l'État pour carence fautive dans la protection du vivant et donc qu'il fallait un certain nombre d'éléments pour entraîner cette carence fautive. Et cette responsabilité avec beaucoup d'éléments scientifiques, avec toujours aussi en droit de la responsabilité administrative, ce caractère direct et certain lié au préjudice. Et donc, du coup, quand on a introduit les différents recours en janvier de l'année 2022, le but initial était de faire reconnaître cette carence fautive du fait de la non-pertinence des protocoles d'homologation des produits phytopharmaceutiques, ce qui va être développé juste après moi. Donc, je ne vais pas aller sur ce terrain-là. Moi, ce que je voulais dire, c'est que la décision, un peu revenir sur la portée, puis ce qui est en train de se passer en ce moment, notamment par rapport à l'appel qui a été formé et qui va donner lieu à une audience, on l'espère, en mai ou en juin de cette année, devant la Cour administrative d'appel de Paris. Et donc, du coup, avant d'avoir l'appel, on a eu cette première décision qui a été rappelée par Émilien, alors, qui a été historique dans le sens, enfin, dans plusieurs sens d'ailleurs. Cette décision, elle est historique parce qu'il y a différents préjudices écologiques qui ont été reconnus par le tribunal administratif de Paris. Il y a ce préjudice écologique très important de ce qu'on appelle la contamination généralisée, massive et diffuse de l'ensemble des milieux, donc les eaux et les sols. C'était très important. C'est la première fois qu'on avait cette norme sur la contamination généralisée des sols. On a eu aussi un préjudice écologique qui a été reconnu pour la diminution de la biodiversité. On a eu aussi un préjudice écologique qui a été reconnu pour la diminution en biomasse. Ça, c'était très, très important parce que ça a été fondé aussi sur des études scientifiques de renom. Et on a eu un préjudice écologique reconnu, résultant de l'atteinte aux bénéfices tirés par l'homme de l'environnement qui a été établi par le tribunal administratif de Paris. Ce qui était très important, c'était que du coup, la responsabilité de l'État soit engagée à l'issue de la reconnaissance de ces différents préjudices. Pour une raison qui sera contestée en appel, le tribunal administratif de Paris n'a pas entendu engager la responsabilité de l'État pour faute dans la non-pertinence des protocoles d'homologation parce qu'il n'a pas reconnu un lien direct et certain entre les protocoles actuels et les préjudices que je viens d'établir. Il se trouve qu'entre-temps, c'est-à-dire entre le 29 juin 2023, date de rendu de cette décision, et puis le temps où nous faisons cette conférence et celui qui va advenir pour l'audience de la Cour administrative d'appel de Paris. Il y a plusieurs études qui sont sorties, notamment une grande étude dans Nature qui est sortie récemment et qui met au jour quand même un certain nombre de causes
dans l'extinction d'un certain nombre d'espèces et dans la diminution en biomasse d'un certain nombre de spécimens. Et donc, du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'en appel, on va continuer d'argumenter sur ce terrain-là pour dire qu'il y a une impertinence des protocoles d'homologation et que ça conduit à un préjudice direct et certain, avec un lien de causalité direct et certain, pardon. Et le préjudice est toujours le même, c'est-à-dire diminution de la biodiversité, diminution en biomasse et la contamination généralisée, massive et diffuse des sols. Ce que le tribunal administratif a retenu comme préjudice, comme lien de causalité direct et certain, et donc du coup comme faute, c'est l'absence de cohérence, enfin on va dire la trajectoire liée à l'absence de cohérence de diminution d'utilisation des pesticides qui était contenue dans les plans éco-phyto. Donc ça a été une grande victoire pour nous. Pas forcément d'ailleurs le point le plus important du recours, mais c'était une grande victoire parce que ça obligeait normativement, ça c'est très important, ça a été contesté ensuite par le gouvernement, mais ça obligeait normativement l'État à respecter ses objectifs à chaque fois de 50% qui sont repoussés tous les 3-4 ans. Et donc, du coup, là, on avait vraiment une norme prétorienne qui imposait à l'État de respecter la cohérence de baisse des trajectoires, ce qui n'était pas du tout le cas en 2023. Bon, sans révéler quoi que ce soit, c'est toujours pas le cas en 2025 non plus. Et deuxième injonction qui était importante pour nous, et c'est très, très importante, ça, notamment par rapport à tous les scandales et toutes les informations qu'on a eues sur les contaminations des eaux par les produits phytopharmaceutiques et leurs produits de dégradation, qui sont connus dans le grand public par le terme métabolite, c'est qu'on a obtenu quand même des injonctions sur la réparation et la prévention de la pollution des eaux souterraines par les produits phytopharmaceutiques. Alors c'est très important parce que ça reste une norme aujourd'hui qui devrait être en démocratie classique respectée par le gouvernement, l'exécutif. C'est une norme qui s'adresse au Premier ministre. Et pour l'instant, sauf si je me suis trompé, je n'ai vu aucune mesure prise par les gouvernements successifs pour prévenir et réparer la pollution des eaux souterraines par les produits phytopharmaceutiques. Donc là, il y a une espèce de carence quand même aussi qui est très importante. Et on arrive à l'enjeu de l'appel. Alors l'enjeu de l'appel, il est assez simple en réalité pour nous. Le premier, c'est d'arriver à établir ce lien direct et certain en termes de causalité entre les préjudices qui ont été reconnus et la faute de l'État pour entraîner sa carence fautive. Et donc, on va encore démontrer une nouvelle fois, avec encore plus d'études, parce qu'il y en a qui sont sortis, comme je l'ai dit, devant la Cour administrative d'appel, qu'à partir du moment où les protocoles d'évaluation des pesticides sur les effets délétères sur le vivant sont impertinents pour absence d'espèces pertinentes, pour absence de détermination et d'évaluation des effets cocktails ou des effets sublétaux et compagnie, enfin, ça va être décrit juste après, eh bien, on a un lien direct et certain, et donc, il y a une carence fautive de l'État de ne pas avoir mis en place des protocoles adéquats. Ça, c'est vraiment l'enjeu central de l'appel. Et si on arrive à faire reconnaître cette faute de l'État, on aura vraiment actionné un levier de protection de la biodiversité à la fois protégée et ordinaire qui est quasiment sans équivalent pour l'instant. Donc, c'est une vraie décision avec un enjeu énorme parce qu'on changera véritablement le système d'évaluation des phytos avec des impacts extrêmement conséquents. Il y a d'autres enjeux, évidemment. Les autres enjeux pour nous, c'est la consolidation des acquis du tribunal donné par le tribunal administratif, donc toujours faire reconnaître les mêmes préjudices écologiques qui ont été reconnus, lutter également contre la pollution des eaux souterraines par une nouvelle reconnaissance de la faute de l'État dans la prévention et la pollution des eaux souterraines. Il y a aussi un enjeu lié aux eaux, c'est faire reconnaître exactement la même chose, mais pour les eaux superficielles, ça qu'on n'a pas obtenu. Et il y a un truc qui n'a pas été vu, mais c'est comme quand on fait du vélo, parfois on essaie de passer une vitesse et puis il y a le dérailleur qui ne marche pas. Il y a des questions préjudicielles qui avaient été demandées à la Cour de justice de l'Union par nous, notamment sur, on avait demandé au tribunal administratif de faire un sursis à statuer et de poser des questions préjudicielles pour savoir si toutes les défaillances des protocoles d'évaluation étaient finalement compatibles avec les règlements de l'Union européenne, car je tiens à préciser que dans cette matière, il n'existe aucune surtransposition. On n'est que en présence de règlements et d'une directive, celle, la 128/2009, qui n'est pas surtransposée. Et donc, du coup, on voulait absolument qu'il y ait des questions préjudicielles posées à la Cour de justice pour qu'elle se prononce
sur eh bien, ces impertinences des protocoles avec la compatibilité du règlement 1107-09 du 21 octobre et puis d'autres règlements de 2011 et de 2013. Le tribunal administratif n'a pas posé ces questions préjudicielles. Peut-être que la Cour administrative d'appel de Paris posera également, posera ces questions préjudicielles. En termes de probabilité, c'est assez peu important, parce que d'habitude, en termes d'habitus d'endroit administratif, en termes de statistiques, les juridictions de premier ressort et d'appel posent assez rarement des questions préjudicielles en droit administratif. C'est davantage le Conseil d'État qui fait cet acte-là. Mais peut-être que là, on sera surpris par les juges administratifs. Ça fait à peu près 12 minutes. Est-ce que, Émilien, tu veux que je continue ou pas? Allez, tu as le droit à 2 minutes de plus. Ok, super. Alors, ce qui est très important, c'est que nous, on a consolidé dans nos mémoires pour la Cour administrative d'appel les dossiers, notamment en étayant toutes les argumentations par les nouvelles études qui sont parues entre le 29 juin 2023, date du rendu, et la date d'audience qui va arriver. Donc, scientifiquement, il n'y a eu strictement aucune étude qui a dit le contraire de ce qu'on avait démontré avant. Ça n'a été que du renforcement de l'inadéquation et des effets des phytos sur les différentes faunes. Donc, il y a à la fois une inadéquation des protocoles qui est de plus en plus mis au jour par les études scientifiques et qui le disent très explicitement dans les conclusions des études. Et en plus de ça, les effets sont toujours de plus en plus répertoriés. Donc, on arrive armé scientifiquement encore plus qu'on ne l'était devant le tribunal administratif de Paris. Entre-temps également, il y a eu une décision de la Cour administrative d'appel de Marseille du 28 février de l'année 2025 qui dit explicitement qu'il y a une inadéquation des protocoles dans l'évaluation des pesticides, certes circonscrit géographiquement, on parle sous serre, mais ça va exactement dans le même sens que ce qu'on avait dit lors de l'audience et lors de nos mémoires. Et donc, du coup, il y a aussi également des décisions de la Cour de justice de l'Union qui sont intervenues dans l'intervalle entre 29 juin 2023 et aujourd'hui, mais Adeline va en parler juste avant. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a à la fois un corpus juridique prétorien et un corpus scientifique avec des publications, pas dans des petites revues. On parle de Nature avec des facteurs d'impact qui dépassent les 55 quand même. Donc on arrive à la fois plus armé scientifiquement et encore plus armé juridiquement pour être relativement confiant quant à la portée de la décision de la Cour administrative d'appel de Marseille, de Marseille, parce que je fais comme Émilien, je confonds les villes, de Paris. Je ne sais pas pourquoi je dis Marseille. Parce que j'ai dit la Cour administrative d'appel de Marseille avant, juste sur les. Non, c'est Paris. On va à Paris. Et ce qu'il faut retenir, c'est quand même que si par essence les décisions de justice sont imprédictibles, donc il faut se garder de toute confiance, on est quand même encore plus armé qu'on ne l'était et il serait temps, j'ai envie de dire, mais ça c'est un message personnel, il serait temps que des décisions de réforme des protocoles d'évaluation interviennent, car pendant ce temps-là, la faune continue de subir les épandages et les traitements de ces phytos qui ne sont pas bien évalués, qui continuent de détruire les écosystèmes et il est temps que ça s'arrête. Merci. Merci beaucoup, Dorian. C'était fort instructif et passionnant. Et du coup, maintenant, donc, je vais passer la parole à Alexandre Barraud, chercheur chez Polynis, qui va nous en dire un petit peu plus sur ce fameux protocole ANSES, justement, dont Dorian nous parlait juste avant. Donc ouais, merci. Bonjour à tous, moi c'est Alexandre Barraud, du coup, chercheur chez Polynis. Je vais vous parler justement donc, des protocoles d'évaluation des risques à l'échelle nationale et donc du protocole ANSES. ANSES, l'agence qui permet d'évaluer les pesticides en France, qui analyse donc les résultats que leur envoie l'industrie et autorise ou non tout simplement leur mise sur le marché. Alors, hop. Cette approche, je vais vous la présenter très rapidement parce elle peut être assez complexe, mais je vais essayer de faire simple. C'est une approche par niveau, donc avec un premier niveau en laboratoire, en conditions donc très contrôlées, un deuxième niveau en conditions semi-naturelles, donc souvent sous serre, et un troisième niveau en conditions naturelles, donc en champ. Et l'idée, donc, c'est qu'à chaque fois que si une molécule ne passe pas le premier niveau, elle est envoyée au second niveau, et ainsi de suite. Et donc en réalité, ça ressemble plutôt à un arbre décisionnel comme ça, mais je vais vous économiser un peu de souffrance et on va rester sur le truc le plus simple, en commençant donc par le niveau 1 en laboratoire.
Et bon, moi, mon rayon, c'est plutôt les abeilles, donc on va se focaliser un peu sur les abeilles. Mais concrètement, le niveau 1 sur les abeilles, ça consiste en quoi? Ça consiste en à tester pardon, la toxicité soit par contact, soit orale, des différents pesticides. Donc concrètement, soit on dépose une goutte de pesticide sur l'abeille, soit on fait ingérer une goutte de pesticide à une abeille et on mesure la mortalité des individus sur 2 jours. Et donc, ça nous donne ce genre de résultats, donc des graphes de mortalité ici, tout simplement, avec donc des LD50, donc des doses à laquelle la moitié des individus meurent. Et sur base de ces résultats, on estime en fait l'acceptabilité des risques. Alors, on va voir que ça ne veut pas forcément dire grand-chose, mais c'est tout l'objet de JPLV, justement, en partie. Et sur base de ces graphiques et donc pour estimer pardon, l'acceptabilité des risques, on calcule un quotient de danger. Et donc ce quotient de danger, il est basé justement sur cette valeur de DL50. Donc en gros, c'est concrètement le taux d'application d'une molécule divisé par la DL50 qui nous donne ce quotient de danger. Et tout le concept, en fait, c'est de comparer ce QD à un objectif de protection spécifique qui est propre à chaque espèce. Donc c'est assez simple. Si le quotient de danger est inférieur à l'objectif de protection spécifique, pardon, donc on peut arrêter le test et continuer le processus d'homologation tranquillement. Si le quotient de danger est supérieur à l'objectif de protection spécifique, là, on passe au test de niveau supérieur. Donc en l'occurrence, le niveau 2 en conditions semi-naturelles. Et puis en fait, on fait toujours la même chose. Si les tests de mortalité sont toujours pas ne correspondent toujours pas, enfin ne garantissent toujours pas en tout cas la sécurité du produit, on passe au niveau 3. S'il passe pas le niveau 3, la molécule n'est pas autorisée. S'il passe au niveau 3, la molécule est autorisée. Donc voilà, dans les grandes lignes, c'est ça, le protocole ANSES, même s'il y a quelques exceptions par-ci par-là, et c'est pas forcément aussi simple que ça. Mais voilà. Et donc concrètement, qu'est-ce qu'on lui reproche à ce protocole? On lui reproche beaucoup de choses. À commencer par ces problèmes d'objectifs de protection spécifique dont je vous ai parlé. Donc c'est cette sorte de seuil qui permet d'interpréter nos quotients de danger calculés précédemment. Sur l'abeille domestique, cet objectif de protection il correspond à une réduction de la colonie de maximum 10%. Donc si le produit amène à une réduction supérieure à 10% de la colonie, c'est pas réglementaire. Sinon, c'est réglementaire. Donc déjà, ça peut poser question. D'où il vient cet objectif? Comment il a été calculé? Est-ce qu'il est si fiable que ça? Puisque 10% en laboratoire, on peut imaginer qu'en conditions naturelles, avec d'autres stress qui peuvent rentrer en compte, ça peut être beaucoup plus compliqué. Donc voilà, déjà ça pose question, mais ça pose d'autant plus question qu'il y a beaucoup d'autres espèces qui n'ont en fait pas d'objectif fixé. Et chez les abeilles, typiquement, on a les bourdons et les osmies qui ont quelques protocoles de test, mais on n'a pas d'objectif de protection spécifique fixé. Et donc en fait, finalement, on peut même pas même si on réaliserait des expériences sur eux, on pourrait même pas conclure, vu on pourrait pas juger officiellement en tout cas, de la dangerosité de cette molécule. Et là, je vous parle des abeilles, mais c'est le cas de la plupart des espèces, en fait. Il y a certaines espèces modèles clés qui ont cet objectif, les autres ne l'ont pas, donc voilà, ça pose question pour une bonne partie du vivant. Une deuxième chose qu'on reproche à ce protocole, c'est le problème simplement du paramètre mesuré, hein. Ce que je vous ai présenté là jusqu'ici, c'est que de la mortalité. Et la mortalité, bah, finalement, c'est un paramètre assez ultime, quoi, dans le sens où il peut potentiellement se passer beaucoup de choses avant que un individu meurt. Et aujourd'hui, bah, c'est pas les articles scientifiques qui manquent hein, sur les effets sublétaux des pesticides, que ce soit pour les capacités de butinage, la reproduction, l'immunité. On sait que des individus exposés aux pesticides peuvent être plus sensibles soit à d'autres pesticides, soit aux parasites, aux pathogènes. On peut avoir des problèmes aussi d'olfaction, de mémoire, d'apprentissage. Tout ça, c'est des paramètres qui sont amplement répertoriés dans la littérature scientifique et qui sont finalement bah, pas du tout pris en compte actuellement dans le protocole ANSES.
On a aussi un problème de coformulant. Donc, je vous ai mis un petit exemple ici pour illustrer. Le Roundup, donc, c'est le produit final qui est composé du glyphosate, la molécule active, et tout un tas de coformulants qui sont là pour stabiliser la molécule. Et ces coformulants en question, ils peuvent poser problème. Ça arrive qu'ils soient toxiques, en fait, aussi pour le vivant. Et donc, il se trouve qu'on teste aussi ces coformulants un peu indirectement en testant en fait à la fois la molécule active, mais aussi le produit dans son entièreté, en faisant les mêmes tests que précédemment, donc des tests par contact, des tests oraux. Le seul problème, c'est l'interprétation de ces résultats qui pose question, concrètement, on va considérer que ça pose problème seulement si la toxicité est supérieure à 5 fois la toxicité de la substance active. Donc concrètement, si la toxicité du produit est 3 fois supérieure à la substance active, ça posera pas nécessairement de problème. Donc on peut imaginer que du coup, il y a des produits qui sont beaucoup plus toxiques que prévu dans l'environnement actuellement. Et un peu dans la même veine, il y a aussi le problème des effets cocktails. Aujourd'hui, on peut retrouver jusqu'à 30 résidus de pesticides différents dans les champs au même moment. Ces effets cocktails, ils sont pas ou peu évalués dans ces protocoles. Ça pose question, parce que c'est les interactions très nombreuses qui peuvent se produire en termes d'exposition. Donc voilà, c'est un peu des problèmes qu'on aimerait résoudre aussi dans les protocoles futurs. Enfin, on a le problème des espèces testées, hein, tout simplement. Dans le cadre des abeilles, on a l'abeille domestique. On a parlé rapidement des bourdons, des osmies, mais voilà, comme on a vu, les protocoles finalement, même s'ils existent, ne sont pas encore trop ni appliqués ni applicables. Donc c'est important de pouvoir tester ces espèces-là qui sont tout aussi importantes que l'abeille domestique et qui ont des modes de vie très différents. Mais en fait, c'est le cas aussi pour tout le reste. C'est le cas des vers de terre, des papillons, des coléoptères, et même pour sortir des animaux, les plantes sauvages ou les micro-organismes, c'est, dans la réglementation, ils sont encore une fois très peu pris en compte. Et en fait, on n'a finalement aucune idée des impacts des pesticides sur les écosystèmes dans leur globalité. Alors évidemment, ce sera toujours très compliqué d'avoir une idée précise de l'impact sur l'écosystème dans son entièreté. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec les protocoles actuels, on n'a vraiment absolument aucune idée de ce qui se passe en fait. Euh, Et enfin, une dernière chose qu'on peut reprocher au protocole, c'est son principe en fait, dans le sens où ces protocoles, enfin ces tests, en fait, sont réalisés par l'industrie, qui soit le fait elle-même, soit la plupart du temps finance un laboratoire privé qui va générer des données, analyser, interpréter, envoyer tout ça à l'industrie, qui va elle, de son côté, envoyer toutes les données et sa propre analyse à l'ANSES, qui va prendre des décisions. Et donc, dans l'analyse de l'industrie, il y a notamment toute la littérature scientifique qui est censée être incluse. La réalité, c'est que il y a quasiment que les articles de l'industrie qui sont inclus parce qu'ils excluent la plupart du temps la recherche académique pour des raisons de non-respect des pratiques de laboratoire ou de méthodes d'exposition ou plein de choses. Ce qui fait que, voilà, déjà, on a un avis un peu biaisé. Quoi qu'il en soit, l'ANSES, elle, peut, si elle le souhaite, regarder un peu plus la littérature scientifique. Mais voilà, elle se base sur les données que lui envoie l'industrie pour prendre sa décision pour l'autorisation ou non de la molécule. Donc ça, déjà, ça pose question, hein. On sait que les études menées par l'industrie conduisent généralement à des conclusions davantage favorables à l'industrie, du coup, par rapport à des études plus indépendantes. Et ça paraît assez logique quand on y pense. Et pourquoi je parle de ça? C'est parce qu'en plus, on a des fraudes, qui ont été observées déjà dans le passé. En 2019, un laboratoire allemand qui avait été mandaté pour réaliser des études, réglementaires donc, a falsifié ses résultats en remplaçant les animaux morts par des animaux vivants, de trucs. Donc c'est des choses qui arrivent, c'est pas le seul exemple. Et pour en plus illustrer ça, il se trouve que ce laboratoire en question a produit 24 des 150 études réglementaires soumises pour le renouvellement du glyphosate. Donc, pour dire à quel point on n'est pas sorti et à quel point c'est peut-être pas forcément une bonne idée de passer par ces laboratoires privés pour ces tests réglementaires. Donc avec tout ça, comment on pourrait faire pour mettre à niveau le protocole ANSES? Alors déjà, on pense que l'ANSES devrait avoir la capacité et le moyen d'assurer elle-même en fait l'évaluation de ces molécules.
de manière à ce que ce soit le plus indépendant possible. Et aussi que la littérature scientifique associée soit sélectionnée par des experts, pas par l'industrie, et que la prise en compte de littérature au fur et à mesure aussi de la vie de l'autorisation du pesticide soit prise en compte beaucoup plus rapidement, quoi. Donc concrètement, en fait, on pense que de passer à ce schéma-là, qui paraît un peu complexe, passer à un système beaucoup plus simple où l'industrie financerait directement l'ANSES, qui pourrait, elle, générer ses propres données, analyser et interpréter de manière indépendante, et donc autoriser de manière un peu plus transparente et moins douteuse les différentes molécules. Ensuite, il faudrait aussi utiliser les nouveaux protocoles mis à disposition, tout simplement. Il y a des documents d'orientation qui ont été publiés par l'EFSA. Là, j'en ai mis 3, un de 2019 et 2 de 2023. Ils ne sont pas utilisés actuellement, c'est dommage. Même s'ils ne sont pas optimaux, ils restent mieux, on pense, que ceux qui sont utilisés actuellement. Et donc, ce serait agréable de se mettre à jour. Et aussi de pouvoir se baser sur des études scientifiques qui peuvent parfois fournir des protocoles ou des évaluations correctes qui mesurent mieux les impacts inacceptables sur l'environnement. Et donc, en résumé, ce qu'on souhaite finalement, c'est une évaluation des risques qui serait complètement indépendante, une prise en compte en temps réel des études scientifiques et pas qui prennent du temps. On a vu, enfin, ça a été le cas avec les néoniques, c'est le cas avec le glyphosate. On ne prend pas en compte les études ou ça prend beaucoup trop de temps. On veut appliquer les protocoles expérimentaux les plus récents. Ça nous permettrait d'avoir des nouveaux paramètres sublétaux à mesurer, qui sont tout aussi intéressants que la mortalité, voire plus, qui nous permettraient d'avoir potentiellement plus d'espèces, avec des écologies différentes, qui sont parfois des espèces clés pour les écosystèmes. Qui permettent aussi de mesurer des effets des coformulants et les effets cocktails de manière d'une meilleure manière, tout simplement, et qui représente mieux la réalité. Et ça nous mènerait en fait tout ça vers une approche peut-être un peu plus écosystémique, une approche qui n'est actuellement pas du tout écosystémique et qui à notre sens, pose un peu problème. Et avec ça, j'ai fini. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup Alexandre, c'était vraiment très intéressant là encore et très éclairant sur effectivement donc ce fameux protocole ANSES qui peut paraître très opaque et finalement très loin parfois, mais du coup là tu as rendu ça très compréhensif. Et du coup, je vais passer tout de suite la parole à Adeline, donc, qui va nous faire un petit topo sur les conséquences d'une telle décision, enfin d'une telle victoire potentielle en appel. Je vais d'abord vous parler du contexte dans lequel on est actuellement. Donc, à la fois, j'ai vu que ça avait été posé en question, de la loi d'orientation agricole et aussi de la proposition de loi du plan. Et ensuite, je vais vous parler de 2 décisions jurisprudentielles qui ont été citées par Dorian. Et après, je reviendrai, je vais essayer de faire tout ça de façon un peu accessible. Et ensuite, je reviendrai sur les conséquences qu'on espère obtenir en appel. Du coup, qu'est-ce qu'une autorisation de mise sur le marché? Donc déjà, vous doutez bien que pour mettre un produit phyto, un pesticide sur le marché, il faut une autorisation. Cette autorisation, elle est donnée en France par l'ANSES, mais ça s'intègre dans un contexte européen et dans une réglementation européenne. Et donc, en fait, c'est quelque chose qui va se faire en 2 étapes. Il y a un peu plus d'étapes, mais j'ai simplifié. La première étape, elle est au niveau européen. Et en gros, alors j'ai marqué, ils sont évalués par l'EFSA, mais c'est plus compliqué que ça. En fait, au niveau européen, on va désigner un État membre qui va devoir évaluer une substance active. Donc, comme ça a été dit, par exemple, dans le Roundup, la substance active, c'est le glyphosate. Il n'y a pas que du glyphosate dedans, il n'y a pas que le glyphosate qui a des effets sur la santé et sur l'environnement, mais la substance prioritaire pour l'effet du glyphosate, en gros, c'est l'effet recherché du glyphosate, du Roundup, c'est le glyphosate. Et donc, le glyphosate, au niveau européen, il y a un État membre qui est désigné pour savoir si, il remplit les critères. S'il remplit les critères européens, donc notamment sur justement les risques pour la santé humaine et pour l'environnement, alors la substance sera approuvée.
Et ensuite, au niveau national, les entreprises qui veulent mettre sur le marché doivent demander une autorisation de mise sur le marché et chaque État membre, donc là en France, l'ANSES, va évaluer en réalité les risques pour la santé et l'environnement, non pas cette fois-ci que de la substance active, mais de tout le produit phytopharmaceutique, donc la substance active et les coformulants. Et parfois, comme ça a été dit, les coformulants sont très très nocifs, et peuvent même plus nocifs que la substance active. Ou alors ils peuvent aussi, et c'est l'intérêt normalement aussi, ça peut faire partie des intérêts des coformulants, ils peuvent augmenter énormément l'impact et l'effet de la substance active. Et c'est pour ça que ce qui est intéressant, c'est à la fois d'avoir une évaluation des risques de chaque composant, mais aussi d'avoir une évaluation des risques de l'ensemble du produit en tant que tel, pour savoir qu'est-ce qui se passe quand on applique ce produit dans l'environnement. Si je vous explique tout ça, c'est parce que la loi d'orientation, donc plusieurs choses sont arrivées, et vous allez voir, on va en reparler après. Donc déjà, la loi d'orientation agricole, je pense que vous en avez tous et toutes entendu parler. Il y a un certain nombre de choses qui ont été censurées par le Conseil constitutionnel, mais il reste une chose qui est le fait que le pouvoir réglementaire, donc pas la loi, mais le gouvernement par exemple, ne pourrait plus interdire des usages de produits phytopharmaceutiques qui ont été autorisés par l'Union européenne. Sauf que, en réalité, les autorisations de produits phytopharmaceutiques, elles sont délivrées par les États membres et pas par l'Union européenne. Donc pour moi, cette disposition de la loi d'orientation agricole n'est pas applicable. Elle ne sert à rien, à pas faire plaisir à la FNSEA. Ce qu'ils disent, vous voyez, c'est le principe, pas d'autorisation, enfin pas de retrait ou pas d'interdiction sans solution, sans qu'un autre pesticide existe pour faire la même chose. Concrètement, c'est ça, sans solution. Et voilà. En vrai, tout ça, c'est pour moi inapplicable aujourd'hui. Et il y a une autre proposition de loi qui est actuellement en débat, qui va être en débat là, à la fin du mois de mai, devant l'Assemblée nationale, qui est la proposition de loi du plomb. Alors, elle propose notamment de revenir sur l'interdiction des néonicotinoïdes et notamment de réautoriser l'acétamipride. Alors, j'ai notamment parce qu'ils ont tenté d'en faire réautoriser un autre aussi, donc je crois que là, on en est à juste l'acétamipride, mais ça peut évoluer dans le cadre des débats parlementaires. Sachant que les néonicotinoïdes, on sait depuis très longtemps qu'ils ont un impact très important, notamment sur les pollinisateurs, mais aussi on a des études qui montrent qu'il y a des effets potentiels sur la santé humaine, notamment sur le cerveau, etc. Donc pas des effets non plus, c'est pas juste une petite rougeur, quoi. Et donc en fait, revenir sur cette interdiction-là, c'est revenir en arrière sur la protection à la fois de l'environnement et de la santé humaine. Cette proposition de loi du plomb, elle revient sur un truc qui est un peu technique, qui est que jusqu'à présent, depuis à peu près une dizaine d'années, on n'avait pas, en fait, les agriculteurs, ils doivent recevoir des conseils pour savoir comment utiliser au mieux les produits phytopharmaceutiques et comment aussi diminuer leurs usages de produits phytopharmaceutiques. Et je pense que c'est assez compréhensible que si on veut qu'on leur donne des conseils pour comment diminuer leur consommation de produits phyto, il vaut mieux pas que ces conseils viennent des mêmes personnes qui vendent les produits phyto. Et donc, toute une des batailles a été d'obtenir cette scission entre l'activité de conseil et l'activité de vente. Et en fait, aujourd'hui, la proposition de loi du plomb, elle revient sur cette scission en remettant en fait, le fait que ça peut être les vendeurs qui font cette mission de conseil auprès des agriculteurs. Et enfin, ça mettrait en place un conseil d'orientation pour la protection des cultures qui, en réalité, serait à la main en grande partie en tout cas, où il y aurait des représentants des entreprises phytopharmaceutiques et, si je ne dis pas de bêtises, pour l'instant, il n'est pas prévu qu'il y ait de représentants des associations environnementales. Et du coup, ce serait ce conseil d'orientation pour la protection des cultures qui pourrait, en gros, pour faire très simple, et je simplifie vraiment, c'est pas exactement ça, mais demander à ce qu'il y ait certains dossiers d'autorisation de mise sur le marché qui soient mis en haut de la pile. Ce qui peut passer pour une bonne chose dans le sens, oui, il y a des dossiers qui peuvent être plus prioritaires pour certains usages, etc. Ça, ok. Mais en fait, que ce soit
dans une instance où il n'y a pas de représentation des associations environnementales et où il y a de fortes chances que ce soit les producteurs des produits phyto qui prennent le pas sur les décisions, c'est quand même très problématique, en tout cas selon moi. Voilà. Je vais vous parler Donc, en fait, tout ça pour expliquer qu'aujourd'hui, on est quand même dans une situation au niveau de la loi qui est plutôt une situation de backlash contre, du coup, tout ce qui a été gagné pendant 10, 15, 20 ans. Et on remet en cause ce qui a été gagné. À l'inverse, devant les juridictions administratives et devant les juridictions européennes, aujourd'hui, on a des décisions qui sont très intéressantes et qui prennent en compte véritablement la protection de l'environnement et la protection de la santé humaine. Une de ces décisions-là, c'est une décision qui est assez récente de la Cour administrative d'appel de Marseille, donc du 28 février 2025. Dorian, je te laisserai. Ok. Du coup, voilà. Ça concernait, donc, en gros, c'était Génération Future qui attaquait devant le tribunal administratif et ensuite cour administrative d'appel les autorisations de mise sur le marché de deux produits phyto, le closer et le transform, qui sont quand même le closer au moins des produits qui sont très utilisés. Le ministre, et donc cette décision elle est très intéressante parce qu'elle dit que en gros, on ne peut pas, enfin, le ministre chargé de l'Agriculture et l'ANSES ne peuvent pas autoriser la mise sur le marché d'un produit phyto si les substances actives qui sont contenues dans ce produit. Alors, pour que ce soit autorisé, il faut d'abord que, comme je vous disais, la substance active ait été autorisée au niveau de l'Union européenne, en gros, ait été approuvée au niveau de l'Union européenne. Et il faut aussi qu'on ait la preuve que l'interaction entre la substance active, les phytoprotecteurs, donc en gros tous les autres produits qu'il va y avoir dedans, ne sont pas trop nocifs pour l'environnement et pour la santé humaine. Et ça, en fait, c'est les deux fondements qui ont permis d'annuler les autorisations de mise sur le marché, puisqu'en fait, c'était deux substances où déjà, en fait, ils avaient pris en compte qu'une seule substance active, qu'une seule substance comme étant une substance active, alors que dans la composition de ces produits, il y avait une autre substance qui a été approuvée comme substance active. Ils ont considéré qu'elle n'était pas une substance active et donc on n'avait pas à prendre en compte de la même manière les effets qu'elle a sur l'environnement et sur la santé humaine. Donc là-dessus, la Cour administrative d'appel dit non, c'est une substance active et c'est pas parce qu'il y en a une autre que vous devez aussi prendre en compte celle-là comme substance active. Et l'autre chose qui a été remise en cause, c'est les méthodes d'évaluation sur les abeilles, puisque l'ANSES, la Cour administrative d'appel, considère que les études qui ont été menées étaient des études notamment sous serre, en gros qui n'étaient pas en plein champ, et que ça ne permet pas du coup d'établir véritablement de façon concrète et précise que l'utilisation des produits phyto n'avait pas d'effet inacceptable, notamment sur le long terme, sur notamment les produits, sur notamment les abeilles. Et pour toutes ces raisons, en fait, les deux autorisations ont été ont été annulées. Il y a une autre décision qui est assez intéressante de la Cour de justice de l'Union européenne du 25 avril 2024 et qui est intéressante justement sur qu'est-ce qui doit être pris en compte par les États membres, quelle est la marge d'appréciation des États membres quand ils prennent une décision d'autorisation ou de non-autorisation de mise sur le marché d'un produit phyto. Puisque, en fait, il y a une étape dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est qu'avant qu'un État membre prenne une décision d'autorisation de mise sur le marché, il y a un autre État membre, qui peut être le même d'ailleurs, mais voilà, qui va rendre un rapport, en gros, sur est-ce que le produit phyto, dans son ensemble, selon lui, est ou non conforme avec les normes européennes en matière de protection, notamment en matière de protection de l'environnement et de la santé. Et ça, ce rapport, il y a toute une bataille pour savoir si, quand ce rapport est favorable à un produit phyto, est-ce que ça veut dire que tous les autres États membres, alors ce n'est pas tous les États membres de l'Union européenne, c'est tous les États membres qui ressemblent à cet État membre, voilà, d'un point de vue notamment climatique, est-ce que les autres États membres sont liés finalement et sont obligés d'autoriser ce produit phytopharmaceutique?
Et là, cette décision, elle vient nous dire que non, pas du tout, et que ces États membres peuvent et même doivent, pour moi, prendre en compte toute la littérature scientifique et prendre en compte, même si elle n'a pas été, et notamment si elle n'a pas été prise en compte par l'État membre rapporteur, et ils doivent s'assurer que le produit qui est autorisé correspond bien aux critères de protection de l'environnement et de la santé qui sont dans le droit européen et en France, dans le droit français aussi. Et donc, et puis, il doit bien y avoir une vraie évaluation très fine, et c'est d'ailleurs ce que montre l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille, des effets des produits phyto dans leur ensemble, donc avec tous leurs coformulants, etc. Donc, voilà. Et donc, du coup, tout ça pour vous dire que, voilà, qu'on est quand même dans une dynamique que j'estime assez positive d'un point de vue jurisprudentiel et du coup qui nous offre un peu d'espoir, même si, voilà, il faut toujours être très vigilant sur une potentielle victoire dans le cadre de JPLV. Et cette potentielle victoire, elle aurait pour moi 3 impacts très importants, potentiellement d'autres aussi, mais déjà ça. Déjà, en fait, ça permettrait, si on a une victoire totale, une procédure d'autorisation mise sur le marché des produits phyto qui permettent à la fois de prendre en compte les données scientifiques dans leur ensemble et pas simplement les données scientifiques qui viennent des fabricants de produits phytopharmaceutiques, mais aussi qui permettent de prendre mieux en compte les impacts, notamment sur la biodiversité, comme ça a été très bien dit juste avant moi, les impacts sur la biodiversité de ces produits phyto, afin de savoir si on les autorise ou pas. Ça permettrait de valider ce qu'a dit le tribunal administratif sur le fait que l'État doit mettre en place une meilleure protection des eaux souterraines par rapport à la pollution aux produits phytopharmaceutiques. Il faut savoir qu'il y a quand même un certain nombre de captages d'eau potable qui sont assez régulièrement fermés parce que trop contaminés aux produits phyto, même si la première contamination, ça reste les nitrates en la matière. Et donc, c'est à la fois un enjeu de biodiversité et un enjeu aussi de santé et d'accès à la ressource en eau, puisqu'on va quand même pas vers des futurs très riches en eau. Et aussi, ça permettrait de forcer l'État à prendre toutes les mesures pour permettre une véritable division par 2 de l'usage des produits phytopharmaceutiques. Très bien, merci beaucoup Adeline. Pareil, c'était vraiment très clair et je tiens vraiment à vous remercier tous les trois du coup pour cette présentation très claire de JPLV, de son historique, mais également de ses perspectives et Alexandre pour donc effectivement ce côté scientifique et technique de du fameux protocole ANSES. Je vous propose, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions dans le chat, mais qui ont été également pas mal traitées par Dorian déjà traitées par Dorian dans le chat et il me semble également par Adeline et Alexandre également. Donc peut-être avez-vous envie de... Alors je vois que le débat continue encore. Le débat ne s'arrête jamais. Le débat ne s'arrête jamais. Peut-être avez-vous, pour les gens donc, qui ne sont pas encore intervenus, peut-être il y a davantage de questions. N'hésitez pas à les mettre dans le chat. Alors, il y a une question de Florence qui complète. Alors, donc, qui complète la discussion qui dit, je veux dire, ne doit-on pas prendre en compte les effets à plus long terme que sur 2 jours? Donc ça, c'est peut-être plutôt pour une question pour Alexandre. Ouais, ouais, non, mais clairement, on devrait les prendre beaucoup plus souvent en compte que 2 jours. Si je dis pas de bêtises, les seuls cas où on les prend en compte, c'est dans le cadre des néonicotinoïdes. Si on observe certains effets aigus, on prend en compte des effets chroniques. Mais voilà, c'est des conditions particulières. Mais ouais, ça paraît assez évident qu'il faut aller au-delà de 2 jours. Bon, en l'occurrence, pour les tests aigus, si on a encore de la mortalité qui survient, on peut aller jusqu'à 4 jours, je crois. Mais dans tous les cas, il y a des tests chroniques de l'OCDE qui existent et qui sont pas faits de manière systématique, quoi. Et ça, je trouve que c'est problématique. Alors, il y a une question de Justine également qui dit comment interprétez-vous la mise à jour du plan Ecophyto depuis la condamnation? Peut-être je vais passer la parole à Adeline.
Oui, Dorian, j'ai vu que tu avais commencé aussi à répondre là-dessus. Donc, en fait, on, avec du coup à peu près les mêmes assos, plus Génération Future, on a aussi attaqué le nouveau plan Ecophyto. Donc, c'est un autre recours donc, on n'a pas présenté là. Parce qu'on considère qu'il ne va pas justement, et un des arguments, c'est qu'il ne va pas dans le sens de l'application de la décision du tribunal administratif de Paris, qui a été rendue donc, le 29 juin 2023, et donc il viole cette décision-là. Voilà. Toutes mes excuses, Caroline, j'avais pas vu votre question avant celle de Justine. Du coup, vous disiez, donc vous proposez que les entreprises financent l'ANSES pour qu'elles fassent les études, mais à ce moment-là, elles risquent aussi de ne pas être si indépendantes que ça. Est-ce que l'un de vous trois a une volonté de... Alexandre, peut-être? Tu es le mieux placé pour répondre. Bah, le principe, c'est que l'ANSES reste reste un institut public et qu'il se fasse pas corrompre par l'industrie. Après, c'est sûr que la question se pose toujours. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à mes yeux, il y aura moins de risques de corruption dans ce sens-là que dans l'autre. Maintenant, évidemment, c'est dur d'avoir un système parfait. Mais c'est sûr que passer par des... Enfin, là, au moins, on aura un semblant de contrôle sur la situation qu'on n'a clairement pas du tout, je trouve, en tout cas, en passant par des laboratoires privés. D'accord. Alors, je vois que Camilla, donc Camilla qui est de Polynice également, souhaite réagir. Tu souhaites compléter peut-être la question de la réponse d'Alexandre. Alors, je vais voir si je peux t'autoriser le micro. Ouais, vas-y Camilla, on t'écoute. Oui, bonsoir, vous m'entendez? Oui. Oui, en fait, en réalité, oui, Alex a présenté un point en fait qu'on défend depuis plus récemment chez Polynice, puisqu'il s'agirait par là d'essayer d'atténuer au maximum les biais de financement actuellement dû au fait que tous les tests sont payés et interprétés directement par les entreprises. Donc, les résultats sont fournis, interprétés par l'entreprise à l'ANSES. Donc, l'idée, là, ce serait que les tests continuent à être payés par les entreprises, mais que ce soit l'ANSES qui supervise leur réalisation et interprète les résultats. Donc, qu'elle puisse continuer à payer au nom du principe de pollueur-payeur, mais que ce soit sous la supervision de l'ANSES. Dorénavant, donner cette importance, ce rôle intermédiaire à l'ANSES pour ça. Voilà, si je pouvais préciser un peu la question. Très bien, merci beaucoup Camilla. Et avant de passer la parole à Dorian, donc, qui veut répondre à la question de Justine, donc je vais juste vous la lire, c'est: les lobbies de l'agrochimie ont-ils réagi à ce procès? Et spoiler alert, oui, mais je n'en dis pas plus. Et c'est Ouais, Dorian qui va répondre. pour revenir sur ce qu'a dit Alexandre et Camilla, moi, il n'y a pas du tout de soupçon de corruption ou quoi que ce soit sur l'ANSES et compagnie. Je crois que la question, elle n'est pas tout à fait là. La question, elle est de la sous-dotation d'un certain nombre d'agences d'évaluation aussi sur un plan pécuniaire et un plan logistique et humain. Et une des idées compte tenu de l'époque dans laquelle nous nous inscrivons, où il y a quand même une partie du champ politique qui tend à s'inspirer de l'administration Trump ces derniers temps, c'est de défendre en réalité l'indépendance des agences étatiques, de renforcer cette indépendance et donc statutairement, et de leur donner des moyens, et beaucoup de moyens, pour éventuellement, si il y a des doutes sur les tests fournis par les entreprises, pour qu'eux-mêmes, ces agences, enfin elles-mêmes, pardon, eh bien, fassent les tests en question. Je pense que c'est ça le gros enjeu, y compris à l'heure actuelle. Alors, sur la question de Justine, ah oui, bah, c'est encore mieux que la réaction de l'agrochimie, c'est que vu que le jour du procès, ça pour le coup, ça c'était historique. Et ça, moi, c'est là où j'en veux à la plupart des journaux, sauf Le Monde de mémoire, c'est de ne pas avoir couvert ça et de ne pas avoir, et Reporter, je crois, et de ne pas avoir vraiment renforcé ce truc-là. C'est-à-dire que l'État n'étant pas là, le gouvernement n'étant pas là le jour de l'audience, et il y a eu une espèce d'anaphore de la présidente de la formation de jugement qui a demandé où était le Premier ministre, non représenté, ministre de la Santé, absent, ministre de la Santé, non représenté, et ainsi de suite. La seule personne qui était là et qui a du coup assuré en lieu et place du gouvernement la défense de l'État français, c'est le syndicat de l'agrochimie qui s'appelle FITEIS, via son avocat.
Donc, c'est plus qu'une réaction, c'est à la fois une demande acceptée d'être partie au procès, mais ça, c'est logique du point de vue juridique, et c'est le fait d'assurer la représentation de l'État, de fait, au-delà du droit, parce que le gouvernement avait décidé de ne pas venir ce jour-là, le jour du procès. Et là, c'est un symbole, moi, ça, pour le coup, c'était vraiment historique, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été plus couvert, mais cette espèce voilà, de substitution factuelle qui était symboliquement désastreuse et juridiquement logique. Très bien, merci Dorian. Est-ce qu'il y a peu... Alors, Sébastien dit vrai, d'autant que dans notre contentieux, affaire du siècle, l'État était représenté à l'audience. Tout à fait, Sébastien. Question de Paul. Je pense qu'il parle de chiffres toxiques. Du coup, pour moi, cette décision, elle n'est pas forcément interprétée comme étant négative. C'est effectivement un rejet. Mais du coup, c'est un rejet qui dit bien que le Conseil d'État dit bien qu'il faut prendre en compte l'ensemble des risques et qu'il faut demander, l'ANSES a l'obligation à partir du moment où il y a un doute sur un risque, notamment de carcinogénité, si je me souviens bien, et de toxicité sur le long terme, si je me souviens bien. Et je mélange peut-être les jurisprudences. Dans ce cas-là, il faut demander des études complémentaires pour lever le doute. Très bien. Eh ben, écoutez, merci, un grand merci à vous trois et un grand merci à vous toutes et tous qui étaient présents donc, pour ce webinaire qui, je le rappelle, donc, s'inscrit dans le cadre de la Semaine pour les alternatives aux pesticides, donc à l'initiative donc, de l'association Génération Future. N'hésitez pas à aller voir sur le site de la SPAP directement. Il y a plein d'autres événements consacrés aux alternatives aux pesticides et j'en suis sûr des passionnants comme le nôtre, donc n'hésitez pas. Et Adeline, je vais dire un Il y dernier a mot. quelqu'un qui me dit que j'ai pas répondu effectivement sur la décision du Conseil constitutionnel sur la LOA, la loi d'orientation agricole. Il y a un très bon article qui a été fait et qui est sur le blog de notre affaire à tous. Je vais pas avoir le temps en 1 minute d'expliquer cette décision. Donc allez voir l'article qui est sur le blog de notre affaire à tous. Un grand merci à vous trois, un grand merci à Marine également, Coinel, qui était dans l'ombre de l'organisation de ce séminaire et qui nous a aidé à gérer les questions, le chat et tout ça. Merci Très bonne à toi. soirée à tout le monde. Au revoir tout le monde, à bientôt. Au revoir tout le monde, Au à revoir. bientôt.